Une nuit, une base attaquée, un pays au centre du débat international, mais que s'est-il vraiment passé? À l'aube, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Attaque coordonnée, position militaire ciblée, bilan incertain, famille dans l'attente, autorité sous pression. Les chiffres varient, les analyses se multiplient, chacun y va de son interprétation. Effondrement brutal ou simple épisode dans une guerre larvée, une bataille parmi d'autres dans un conflit qui semble sans fin. Derrière les gros titres, derrière le fracas des dépêches et la saturation médiatique, l'essentiel se situe ailleurs. Cette attaque spectaculaire est-elle le symptôme d'un effritement profond de la sécurité nationale, ou au contraire, une opération insurrectionnelle soigneusement calculée pour choquer, tester les défenses, semer la panique, et surtout le doute dans l'esprit de la population? Ce que les médias occultent souvent, c'est la logique stratégique sous-jacente. Les groupes armés du Sahel n'agissent jamais au hasard. Ils observent, analysent, choisissent leurs moments avec minutie, repèrent le terrain, surveillent les routines militaires. Leur objectif? Frapper fort, là où on ne les attend pas, puis disparaître aussitôt, comme des ombres insaisissables. Il ne s'agit pas seulement de conquérir du territoire, ce n'est plus la guerre classique d'autrefois. Leur véritable arme, c'est l'effet psychologique. Rappeler que même les positions réputées imprenables sont vulnérables, que la sécurité n'est jamais garantie. Ils cherchent ainsi à miner la confiance, à fragiliser la société de l'intérieur, à faire douter tout un peuple de la capacité de son armée à le protéger. Peut-être que le vrai danger se loge là, dans la perception collective d'une armée dépassée, d'un État impuissant. Derrière la confusion des bilans, l'agitation médiatique et les spéculations qui s'enchaînent, comment comprendre ce coup de force? Pour saisir les véritables enjeux, la légitimité du pouvoir, la stabilité de l'État, l'avenir du modèle sécuritaire national, il faut absolument revenir au contexte et aux évolutions récentes de la doctrine de défense du Burkina Faso. Comprendre, c'est aussi prendre du recul. Replacer l'attaque dans une histoire de mutation lente, d'adaptation forcée, de choix stratégiques parfois douloureux. Bien avant l'attaque, le terrain évoluait déjà. Pour mesurer l'impact de l'assaut contre les bases du Nord, il faut retracer la transformation d'un conflit qui s'est enraciné, qui a muté au fil des années, comme une maladie chronique qui ronge silencieusement le tissu national. Ce n'est pas un accident isolé, ni même une surprise totale. C'est le résultat d'une longue mutation, où chaque avancée ou recul a redessiné la carte sécuritaire du pays. Les lignes de front fluctuent, les équilibres locaux changent, les alliances se font et se défont, et chaque événement vient s'ajouter à une mémoire collective déjà saturée d'épreuves. Depuis plusieurs années maintenant, le nord et l'est du Burkina Faso sont devenus des zones d'insécurité chronique. Là-bas, les couloirs d'armes se croisent, les groupes armés circulent, les contrebandiers exploitent les failles frontalières. L'État a perdu pied, parfois même disparu, laissant les villages exposés à des incursions répétées, à la peur permanente. Ici, l'insécurité n'est plus l'exception. Elle est devenue la norme, imposant ses propres lois, ses propres codes, influençant la vie quotidienne comme les choix politiques. Comment bâtir un projet de société quand la peur dicte les gestes du matin au soir? Le Burkina Faso s'est d'abord appuyé sur une armée centralisée, des opérations coordonnées depuis Ouagadougou, et sur l'appui de partenaires étrangers, notamment occidentaux. Sur le papier, le dispositif semblait solide. Mais ce modèle a montré ses limites. Lenteur des déploiements, inadéquation au terrain accidenté, méconnaissance des dynamiques locales, surreprésentation de la bureaucratie au détriment de la réactivité. Résultat, territoire repris puis reperdu, population déplacée à répétition, confiance érodée, sentiment d'abandon dans les zones rurales. Peut-on vraiment défendre une nation à distance, sans prise avec le quotidien des populations? C'est dans ce contexte de crise profonde qu'Ibrahim Traoré accède au pouvoir. Il hérite d'un conflit enraciné, d'un terrain miné où l'ancien modèle ne peut plus masquer ses failles. Très vite, il engage un tournant stratégique majeur, la mobilisation citoyenne, incarnée par la création des volontaires pour la défense de la patrie, les fameux VDP. Cette décision marque une rupture.
L'initiative sécuritaire ne vient plus seulement du sommet, elle s'enracine dans le tissu local. L'idée est simple en apparence, mais révolutionnaire dans l'exécution. Ne plus compter uniquement sur une armée débordée, mais armer, former et organiser des civils locaux pour défendre leur propre village. Là où l'État est absent, ce sont les habitants eux-mêmes qui peuvent détecter les menaces, observer les mouvements suspects et donner l'alerte plus vite que n'importe quel dispositif venu de la capitale. Ce maillage citoyen offre, lorsqu'il fonctionne bien, un avantage de renseignement considérable, une capacité d'anticipation autrefois hors de portée. Mais ce modèle décentralisé pose des défis immenses. Coordination, formation, communication entre les différentes poches de défense deviennent cruciales. Une armée centralisée obéit à une chaîne de commandement claire, mais un réseau de volontaires exige synchronisation, formation intensive, équipement fiable et logistique irréprochable. La moindre faille, le moindre défaut de coordination, se paie cash sur le terrain. Le danger, ici, c'est la cacophonie, le sentiment d'abandon, la dispersion des énergies. Ainsi, une attaque organisée sur plusieurs bases n'indique pas nécessairement l'effondrement du modèle. Elle peut révéler un temps de latence, une faille momentanée, ou simplement la capacité d'une insurrection à exploiter une brèche. Il ne s'agit pas de crier à l'échec dès qu'un revers se produit, mais d'évaluer froidement la capacité du système à encaisser le choc, à apprendre, à s'adapter et à rebondir. Après tout, l'histoire militaire est faite de défaites surmontées, de leçons tirées dans la douleur. L'enjeu central reste la confiance de la population. Si la réforme s'enlise, si les VDP déçoivent, la légitimité du pouvoir s'effrite, la dynamique de mobilisation s'affaiblit. À chaque attaque, ce n'est pas seulement l'armée qui est testée, mais aussi la stabilité institutionnelle, l'avenir de la jeunesse, le contrôle des ressources, la réputation régionale du pays. Peut-on bâtir une paix durable sur la défiance et la peur? Mais au-delà du contexte interne, l'environnement régional et international pèse aussi de tout son poids. Les frontières sont poreuses, les menaces circulent, les enjeux se déplacent à l'échelle du Sahel tout entier. Derrière chaque attaque, il y a une stratégie de terreur et de timing. Les groupes armés du Sahel n'ont pas les moyens de tenir une ville durablement, ils le savent. Leur arme principale, c'est la mobilité, l'imprévisibilité, la capacité à manipuler la perception publique, à tester sans relâche les failles du dispositif sécuritaire. Ils jouent sur la peur, mais aussi sur la lassitude, le découragement, l'usure psychologique des forces de l'ordre comme des civils. Chaque attaque, chaque embuscade est le fruit d'une observation attentive. Routine militaire, changement de commandement, réactions au renfort, faiblesse logistique. Quelques dizaines d'hommes, parfois à moto, frappent vite, disparaissent aussitôt, laissant derrière eux confusion et désarroi. Leur but n'est pas la conquête directe, mais d'entretenir l'idée qu'ils peuvent frapper partout, n'importe quand, et ainsi semer le doute dans l'esprit des populations et des autorités. Le sentiment d'insécurité devient une arme à part entière. La guerre se déplace du terrain physique vers l'esprit collectif. Une rumeur, une vidéo mal cadrée, une information partielle, et l'événement local prend une dimension nationale, voire internationale. Les mots catastrophiques, historiques, circulent plus vite que les faits eux-mêmes. C'est le biais de disponibilité. Plus l'événement est spectaculaire, plus il marque les esprits et semble définir la réalité du pays, occultant parfois les progrès réels et les victoires silencieuses. Les groupes armés l'ont bien compris. Ils choisissent leurs cibles et leurs moments pour maximiser l'impact symbolique, pas seulement matériel. Une attaque visible sur une base emblématique marquera davantage que 10 opérations discrètes réussies par l'armée. La visibilité, l'effet de choc, démultiplie l'effet recherché. N'est-ce pas là une illustration de la guerre de l'information? La réponse de l'État est alors scrutée à la loupe. Rapidité de l'envoi des renforts, capacité à reprendre le contrôle du récit, anticipation du renseignement, gestion de la communication de crise. Le moindre signe de lenteur, la moindre impréparation, installe le doute, coûte bien plus cher que la perte d'un poste avancé. Ce doute alimente l'idée d'un État dépassé,
d'une insécurité structurelle, décourage l'engagement des civils, éloigne les investisseurs, mine la cohésion nationale. Peut-on rebâtir la confiance quand chaque jour apporte son lot d'incertitudes? Cercle vicieux. Plus la fragilité est perçue, plus les groupes armés attirent certains jeunes désœuvrés, plus ils apparaissent comme une alternative, aussi radicale soit-elle, à un État jugé défaillant. Les conséquences dépassent le strict cadre militaire. Une génération entière suspend son avenir, l'économie ralentit, la réputation et l'autonomie du pays sont remises en cause. La crise sécuritaire devient alors une crise de société, une crise existentielle. Mais il faut le rappeler sans cesse, cette crise dépasse les frontières. Les réseaux qui traversent le nord du Burkina Faso, routes clandestines, liens communautaires, complicités anciennes, préexistent au découpage d'États. L'insurrection n'est pas seulement burkinabé, elle est sahélienne, voire transnationale. Les enjeux d'une attaque locale se propagent instantanément dans la sous-région. Les groupes armés testent aussi l'efficacité du nouveau modèle régional. Chaque attaque devient un stress test, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Alliance des États du Sahel, qui tente de repenser la coordination, le partage de renseignements, la mobilité des forces. À chaque attaque, c'est toute la structure nationale et régionale qui est évaluée. Les adversaires cherchent les failles de la coopération, la qualité des échanges d'informations, la réalité de la solidarité. Chaque événement violent devient un argument pour critiquer ou défendre la réorganisation en cours. La région entière devient un laboratoire d'expérience, où chaque succès ou échec est scruté par les voisins et les partenaires internationaux. La question centrale demeure la même. Cette attaque révèle-t-elle la faiblesse du modèle régional ou traduit-elle plutôt la réaction désespérée d'adversaires menacés par une consolidation progressive du dispositif de défense? Il faut regarder l'évolution, non le choc ponctuel, pour savoir si la violence se propage ou si le cycle commence à se refermer. L'histoire ne se joue pas en un jour, mais dans la durée, à travers les tendances de fond. La réponse ne se décide plus seulement au Burkina Faso. Tout dépend désormais de la capacité du Sahel à se réorganiser, à synchroniser ses efforts, à s'affirmer comme acteur autonome sur la scène mondiale. Les décisions prises à Ouagadougou, Bamako ou Niamey résonnent bien au-delà de leurs frontières, influençant le climat sécuritaire de toute la bande sahélienne. Un assaut local, une onde régionale, une bataille d'influence globale. Ce qui se joue au nord du Burkina Faso dépasse largement ses frontières immédiates. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, voulait incarner une réponse plus autonome à l'insécurité, un modèle de souveraineté retrouvé. Mais cette attaque teste la solidité d'une coopération naissante qui veut s'émanciper des tuteurs traditionnels, notamment occidentaux. La coordination s'intensifie. Les capitales sahéliennes partagent désormais du renseignement, synchronisent les opérations, mutualisent leurs expériences, forment ensemble leurs forces. Les armées s'adaptent, innovent, apprennent à contrer des tactiques mouvantes et imprévisibles. Mais chaque transition, chaque transfert de responsabilité, génère sa part d'instabilité. La sortie progressive des partenaires occidentaux, surtout français, laisse un vide tactique, logistique et symbolique que l'AES tente de combler en urgence. Cette souveraineté revendiquée s'accompagne de défis redoutables. Accès réduit à certains équipements, chaînes logistiques fragilisées, besoin d'une intelligence collective sans faille, d'une confiance mutuelle encore en construction. Le Sahel reste sous observation. Grandes puissances, occidentales, russes, turques, chinoises, cherchent à placer leurs pions, via partenariats militaires, offres de formation, promesses d'investissement. Chacun veut jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la conquête d'influence et de ressources. Car le contrôle de la stabilité, c'est aussi celui des ressources minières, énergétiques et du récit médiatique. À chaque attaque médiatisée, le risque est que le Burkina Faso et ses alliés soient perçus comme incapables d'assurer leur sécurité. Cela pèse lourdement sur les négociations internationales, l'attractivité économique, la légitimité des dirigeants et la confiance des bailleurs. Mais la dynamique ne se résume pas à une simple compétition d'États. L'AES n'a pas droit à l'erreur. Si la coordination échoue, si les frontières restent poreuses,
les groupes armés exploitent la moindre brèche. Il ne s'agit pas seulement de lignes sur une carte, mais du sentiment de sécurité dans les villages, de la confiance dans les institutions. La moindre cacophonie, la moindre rivalité ouverte ou sous-jacente entre alliés devient une invitation à la violence, une occasion rêvée pour les groupes armés d'enfoncer un coin dans la crédibilité régionale. Derrière chiffres, alliances, stratégies, ce sont les sociétés civiles qui, au quotidien, portent le poids des décisions prises en haut lieu. La jeunesse observe, juge, attend des preuves concrètes, sécurité retrouvée, retour des services publics, perspectives économiques. Pour elle, l'image internationale compte bien moins que la vie quotidienne, que la possibilité de vaquer à ses occupations sans peur, d'aller à l'école, de cultiver la terre, d'ouvrir un commerce ou de voyager sans crainte. Au final, cette attaque n'est pas qu'une épreuve militaire ou diplomatique. C'est un révélateur. Le Burkina Faso et ses alliés peuvent-ils transformer la crise en opportunité, résister aux pressions extérieures sans se fracturer de l'intérieur? Ce sont les sociétés, surtout la jeunesse, qui vivent et évaluent ce tournant historique. Car au bout du compte, ce sont elles qui incarnent la résilience du pays, la capacité à surmonter les épreuves, à inventer un autre futur. Pour la génération montante, chaque attaque suscite une question lancinante. La trajectoire change-t-elle vraiment? La jeunesse burkinabé et africaine n'a pas découvert l'insécurité hier. Elle y a grandi, elle en a fait son quotidien. Elle a vu défiler les discours, les interventions étrangères, les changements de couleur sur les cartes, sans voir sa vie évoluer en profondeur. Lorsqu'une attaque frappe, la panique initiale cède vite la place à l'analyse froide. Est-ce que cela change vraiment quelque chose? Est-ce un simple épisode ou un véritable point de bascule? Ce regard exige de dépasser le sensationnalisme ambiant. Pour cette jeunesse, le vrai progrès ne réside ni dans l'effet d'annonce, ni dans l'image d'un chef d'État en uniforme à la télévision. C'est la trajectoire, mois après mois, qui compte. Elle observe. Les zones reprises tiennent-elles? Les routes sont-elles réellement plus sûres? Les écoles rouvrent-elles? Les forces locales sont-elles mieux équipées face à une insurrection toujours plus adaptable? Le progrès se mesure dans le détail du quotidien, pas dans les communiqués triomphalistes. Voici les critères d'un tournant stratégique, selon cette grille générationnelle. D'abord, la baisse significative du rythme des attaques. Les groupes armés doivent de maintenir leur cadence, c'est leur survie. Si, sur 6 ou 12 mois, les assauts coordonnés diminuent nettement, c'est le signe d'une logistique perturbée, d'une chaîne de commandement brisée ou d'un renseignement plus efficace de la part de l'État. Ensuite, la profondeur du contrôle. Reprendre une ville ne suffit pas. Il faut pouvoir la tenir, la sécuriser sur la durée. Un changement réel, c'est le retour effectif de l'administration, des enseignants, des marchés, des services de santé, sans escorte militaire permanente. Ce n'est plus seulement une victoire militaire, c'est le retour à une vie civile normale. Autre point crucial, les corridors transfrontaliers. Les groupes armés prospèrent grâce à leur mobilité, souvent transfrontalière. Si les efforts de coordination entre le Burkina, le Mali, le Niger permettent de fermer ces couloirs, alors leur capacité d'action diminue drastiquement. Enfin, il y a la pression sur le recrutement. Une insurrection se nourrit en permanence de nouveaux membres. Si les jeunes voient émerger des alternatives crédibles à la violence, si l'économie locale offre de vraies perspectives, la base de recrutement s'érode. Les politiques économiques rejoignent ici la stratégie sécuritaire, car la sécurité durable ne se décrète pas. Elle se construit, jour après jour, avec et pour la population. Mais tout cela n'a de poids que si l'État communique avec cohérence, transparence, sans nier les difficultés. La confiance repose sur la performance sous pression, sur la capacité à reconnaître les échecs autant que les succès. Si la population ne constate aucune amélioration tangible, si le récit officiel semble déconnecté du vécu quotidien, la démobilisation guette, rendant l'État vulnérable à l'instabilité, voire à la contestation. Peut-on encore croire aux promesses si elles ne s'incarnent pas dans les faits? La jeunesse attend des preuves, pas des promesses.
Elle sait que la guerre asymétrique est complexe, que l'insécurité ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. Elle est lucide, exigeante, parfois désabusée, mais toujours attentive. Désormais, la question dépasse l'émotion. Comment mesurer un vrai tournant, une véritable rupture avec le passé? Un tournant, ce n'est pas un discours, mais un changement de trajectoire visible, mesurable. Trop souvent, après une attaque spectaculaire, le débat public s'enlise dans les symboles, les slogans, les promesses plus ou moins crédibles. Mais la réalité ne se plie pas à la rhétorique. Ce qui compte, c'est la capacité à transformer l'épreuve en apprentissage, la crise en catalyseur de résilience, à reconstruire sur les ruines, à inventer des solutions nouvelles. C'est ainsi que naissent les sociétés résilientes. Ne pas voir les dynamiques profondes, c'est risquer de répéter le même scénario à l'infini. Un tournant réel se mesure sur plusieurs mois. Le rythme des attaques baisse-t-il, signe d'une pression accrue sur les groupes armés. Les villes reconquises retrouvent-elles une vie normale, avec écoles, marchés, centres de santé accessibles sans escorte? La différence entre reprendre un territoire et y restaurer une présence durable, c'est toute la nuance entre succès militaire ponctuel et progrès réel, vécu par la population. Autre indicateur clé, la restriction de mobilité des groupes insurgés. Leur force, c'est la fluidité transfrontalière, la capacité à passer d'un pays à l'autre, à se fondre dans le paysage. Un vrai tournant, c'est la preuve concrète d'une coopération renforcée entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ce sont des opérations synchronisées qui tarissent peu à peu les routes traditionnelles des groupes armés. Quand ces voies se ferment, la capacité d'organiser des attaques d'envergure décline inévitablement. Au-delà du militaire, il y a la question du recrutement. L'insurrection s'alimente du désespoir, de l'absence de perspective des jeunes. Si, après ces attaques, les communautés se sentent mieux protégées, si les jeunes voient des perspectives économiques réelles, l'équilibre change. L'avenir du Burkina Faso et du Sahel ne se joue pas seulement sur les blindés, mais dans la stabilité agricole, l'essor des infrastructures, le développement d'industries locales, la création d'emplois. Sécurité et souveraineté se rejoignent alors. Un pays autonome n'est pas seulement celui qui repousse la violence, mais qui offre à sa jeunesse une raison d'espérer, de rester, de bâtir un futur. Rien de tout cela ne se règle en quelques semaines. Les insurrections sont résilientes, mobiles, adaptables. Elles reculent si plusieurs leviers agissent ensemble. Action militaire, dynamique économique, coopération régionale, stabilité du récit national. Si un pilier faiblit, l'adversaire s'adapte, le cycle repart. L'attaque récente n'est ni un effondrement, ni une péripétie. C'est un stress test, une épreuve révélatrice. La différence, c'est la réponse. Coordination plus fine, renfort plus rapide, communication plus transparente, présence constante de l'État, civil autant que militaire. Pour la jeunesse africaine, il ne s'agit pas de croire à un miracle, mais d'exiger clarté et cap. Elle sait que la souveraineté sans sécurité n'a pas de sens, mais aussi que la sécurité imposée de l'extérieur devient dépendance, fragilité. L'autonomie du Burkina Faso et du Sahel repose sur cet équilibre fragile. Bâtir une sécurité endogène, enracinée dans le tissu social, portée par l'effort collectif, tout en résistant aux pressions extérieures, économiques, identitaires, idéologiques. La vraie question n'est plus d'éviter toute attaque. Aucun État, même les plus puissants, n'y parvient dans une guerre asymétrique. Ce qui compte, c'est de voir si chaque crise renforce le système, le rend plus robuste, plus solidaire, capable d'encaisser le choc suivant. La preuve viendra avec le temps. Dans 6 mois, dans 1 an, la trajectoire aura-t-elle changé? La spirale de la violence aura-t-elle été brisée? Les tendances de fond, voilà ce qu'il faut observer, au-delà de l'écume médiatique. À votre avis, le Burkina Faso pourra-t-il transformer cette crise en opportunité de renouveau? L'expérience douloureuse d'aujourd'hui pourra-t-elle fonder une résilience durable, un modèle à suivre pour toute la région? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres analyses sur l'Afrique, son histoire, ses défis et ses espoirs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt pour de nouvelles perspectives et d'autres décryptages essentiels.